Merci pour cette invitation. Merci à la réalisatrice aussi de m'avoir proposé d'accompagner ce moment d'échange à la découverte de sa cinématographie. Je tiens aussi à remercier, il y a un gros enjeu, et là je vais entrer aussi dans le vif du sujet autour de la filmographie de Blandine Lenoir. Je dis merci au Forum des images de mettre en valeur une réalisatrice, sa filmographie, parce que mine de rien, on se rencontre à un moment donné, quand on voit aussi des carrières, il y a besoin d'identifier du cinéma d'auteur. Traditionnellement, ce rôle a été dévolu du côté de l'industrie, du côté du festival de Cannes. Et du coup, la question, c'est comment on existe, parce que c'est écrit, elles sont là pour rester, mais juste avant de rester, comment on commence à exister, comment on a une existence filmique, cinématographique, sans que les hauts lieux des institutions qui sont censées reconnaître le nouveau cinéma, qu'est-ce que c'est que le cinéma d'auteur, ne vous reconnaît pas. Donc plus il y a des espaces différents qui vont reconnaître ces autrices, auteurs, plus on aura certainement aussi une pluralité de regards. Donc merci aussi de mettre en valeur toutes ces réalisatrices. Je pense que c'est un bon complément là où il y aurait eu un oubli pour des raisons diverses et variées de différentes institutions. Donc oui, ce moment aussi d'échange est là aussi pour montrer à quel point il y a énormément de cohérence, il y a une voix qui est très forte à travers ces différents films. Et même si l'intitulé est un cours, je ne suis pas professeur, je suis juste cinéphile, autant que vous, j'imagine. Et je me place aussi dans la situation de la personne qui a écrit sur les films, qui a vu tous ces films, qui est heureux de pouvoir les partager avec vous. Mais je ne suis pas là pour vous donner la vérité sur le film. Et surtout qu'il y a effectivement une personne dans la salle qui connaît beaucoup mieux le film, les tournages, les intentions, etc. Et si elle le souhaite, elle pourra réagir à tout moment. Et je tiens aussi à préciser que ce que je dirais, c'est mon point de vue. C'est pas forcément celui de Blandine Lenoir, c'est un regard extérieur. Donc je parle aussi en mon nom. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est le temps de cet échange aussi avec vous, c'est que s'il y a des doutes, s'il y a des incompréhensions, s'il y a des désaccords, n'hésitez pas. L'idée, c'est qu'on puisse aussi échanger avec vous. Donc j'ai bien le regard aussi sur vous pour qu'on puisse échanger aussi ensemble. Donc c'est juste pour vous dire, effectivement, on va nourrir ensemble la compréhension du film. Et c'est vraiment très intéressant, cette idée-là, c'est que j'aime bien l'étymologie du mot « réaliser ». Une réalisatrice, effectivement, c'est la personne qui fait le film. Et j'aime bien l'idée que réaliser, étymologiquement, c'est aussi prendre conscience. Je réalise que vous êtes là, je prends conscience. Et qui sont les dernières personnes à prendre conscience du film? C'est vous aussi, le public. Et c'est aussi là que c'est intéressant, c'est comment à un moment donné, la réalisatrice qui a terminé son film lâche le film, ensuite le film vous appartient, il vous appartient dans vos interprétations, dans vos inspirations, dans vos choix de vie, et donc du coup c'est vous aussi, par ce geste aussi créatif du regard, qui allez devenir réalisateur, réalisatrice. Donc ça, c'est aussi important pour que, quand je vous dis ça, vous ayez aussi la légitimité aussi de poser aussi votre regard à travers les films, à travers les idées qu'on va développer autour de cette cinématographie. Voilà le cadre. Donc je commence une petite présentation très rapide. J'imagine c'est pareil aussi, vous avez certainement aussi beaucoup d'informations sur Blandine Lenoir. Je vais commencer Blandine Lenoir avec une naissance, tout d'abord en tant qu'actrice. Une actrice bien particulière, c'est que le désir aussi de faire partie du cinéma, il ne naît pas tout à fait en tant que réalisatrice, tout à fait en tant qu'actrice. Elle est devenue actrice dans le premier film de Gaspard Noé, Carnet. Et le casting était intéressant, c'est que Gaspard était intéressé par Blandine Lenoir parce qu'elle ne souhaitait pas forcément être actrice, mais plutôt être critique de cinéma, réalisatrice. Et c'est ce désir-là de cinéma qui fait que c'était le bon choix pour interpréter son rôle dans son film.
voilà comment commence aussi cette histoire-là. C'est intéressant, donc du coup, on est au début des années 90, on est précisément en 1990, et 1990, Blandine Lenoir elle a traversé cette décennie en tant qu'actrice. Elle va devenir réalisatrice. On est vraiment dans des décennies bien particulières. C'est 2000 commence son expérience en tant que réalisatrice avec un premier court-métrage. Il se trouve que les années 90, c'est aussi une décennie super intéressante aussi pour la place des réalisatrices. Il y a une nouvelle génération très intéressante. Si je parle de Dominique Cabrera, Laurence Ferreira Barbosa, Sylvie Vereid, d'ailleurs, qui dans le court-métrage dans lequel Blandine Lenoir a joué, juste après le film de Gaspard Noé. Donc il y a des liens qui se créent au fur et à mesure. J'oserais parler aussi de Hans-Veit Solveig-Gaspar, dans lequel Blandine Lenoir a joué dans Au Laker à la fin des années aussi 90. Donc il y a une rencontre qui se fait, qui n'est pas anodin, et peut-être qu'on peut imaginer que cette génération de réalisatrices ont été des femmes aussi inspiratrices pour que Blandine Lenoir devienne aussi réalisatrice. Donc ensuite, il y a la seconde période, l'autre décennie, les années 2000, où elle va enchaîner plusieurs courts-métrages progressivement. Et là, encore une fois, je tiens à mettre en valeur une autre institution qui a cours à l'heure actuelle, c'est le Festival de Clermont-Ferrand, qui a beaucoup accompagné. À une époque où des décisions politiques font qu'on coupe les budgets un petit peu partout, c'est bien de rappeler l'importance aussi d'un festival comme le Festival de Clermont-Ferrand qui appuie, qui accompagne les films. Et donc, c'est aussi très important aussi autour de cette économie du court-métrage qui n'est pas forcément l'économie la plus aisée pour soutenir les films, que ces festivals-là, effectivement, existent. Donc ça, c'était le point très important à dire. Je reviendrai aussi dans cette idée que dans les années 90, Blandine Lenoir est finalement accompagnée d'une nouvelle génération de réalisatrices. Blandine Lenoir a été touchée, elle l'a souvent dit dans ses entretiens, par un film et une réalisatrice qui l'a beaucoup inspirée. On va le voir aussi dans sa filmographie à quel point elle est présente. C'est Agnès Varda avec le film Sans toi ni loi. Avec une circonstance bien particulière, c'est que Blandine Lenoir, elle n'avait pas forcément l'âge du sujet du film. Il y a une découverte inattendue qui s'est faite et elle s'est dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans le cinéma et aussi sur la question aussi qui est très importante du point de vue des réalisatrices, c'est de se dire il y a une réalisatrice qui le fait, donc il y a peut-être un espace de légitimité, moi en tant que femme, pour aussi faire des films. Donc ça, on reviendra sur ces questions-là. C'est aussi très important, la question de légitimité, de montrer des choses pour que ensuite des choses se font. Et je pense qu'aussi c'est un sujet qui traverse aussi la filmographie de Blandine Lenoir, le fait que de montrer des mouvements, de parler d'éducation sexuelle, des zouzous, de parler de différents sujets. Bon, j'allais être un petit peu brut d'en parler, j'allais dire, en parlant dans le film, ma culotte parlait de sodomie à sa fille, puisque c'est un des sujets. C'est pas évident, on peut en parler avec humour, et les choses ont lieu, et on dédramatise les choses, et ça devient possible. Donc parler, présenter les choses, c'est aussi une démarche très importante dans le cinéma de Blandine Lenoir. Et là où je veux en venir pour expliquer le titre, l'intitulé que j'avais choisi, Chronologie au féminin pluriel pour cette séance, mon idée forte aussi pour plonger dans le cinéma de Blandine Lenoir, c'est une idée qu'il y a une possibilité de relecture de, j'oserais dire, l'histoire de l'humanité, ou du moins l'histoire récente, dans un monde où on nous explique que la culture est associée aux hommes, avec un mot qui me gêne beaucoup, et encore une fois, c'est ma polémique à moi, c'est le mot patrimoine. Le mot patrimoine, étymologiquement, ça veut dire que la culture, les lieux de culture, étymologiquement, appartient aux hommes. Pater, dominus pater, c'est la propriété des hommes. Ça veut dire qu'on le voit, bon, j'ose être critique là-dessus, mais c'est juste un fait qu'on peut voir. Le centre Pompidou, on voit que c'est Pompidou, homme de pouvoir, qui soutient le lieu de culture. La bibliothèque François Mitterrand, il y a d'autres endroits comme ça. Et si on se balade dans Paris, on va voir qu'il y a plein d'endroits, de statues,
noms de rues, beaucoup de noms de rues militaires, avec des noms d'hommes. Donc on est en train de vous expliquer que l'histoire de l'humanité, l'histoire qui fait qu'on a Paris aujourd'hui, la France d'aujourd'hui, a été construite par les hommes. Et cette autre histoire, que j'oserais appeler matrimoine, ce n'est pas mon invention, c'est utilisé par d'autres personnes, c'est voir une autre type de lecture, une histoire qui n'a pas été consignée, écrite, parce que pendant très longtemps, qui écrivait du côté des historiens, il y a une majorité d'hommes, du côté du cinéma, on revoit aussi une majorité d'hommes. Et donc il y a énormément de sujets qui ont échappé. Et donc pour moi, l'idée que je disais chronologie au féminin pluriel, c'est de réunir des voix de femmes pour raconter une histoire qu'on n'a pas encore entendue. Et là, c'est énormément flagrant, notamment dans le film Annie Colère. Dans ce film-là, sur la question de l'avortement, on associe le droit à l'avortement à la place du pouvoir. Une femme, les politiques, les choses sont réglées. Et en plus, quand on associe Simone Veil aux décisions au-dessus d'elle, que serait le gouvernement de Chirac à l'époque ou le président Giscard, la femme pourrait être invisibilisée à ce moment-là. Ce que fait Blandine Lenoir avec le film Annie Colère, c'est de montrer la réalité sociale, l'organisation sociale de énormément d'anonymes, même si, pareil, a mis en valeur Annie Colère. Il y a un nom, et d'ailleurs c'est un leitmotiv dans le cinéma, du moins les longs métrages de Blandine Lenoir, la fonction éponyme. À chaque fois, il y a un personnage qui est mis en valeur, que ce soit Zouzou, Aurore, Juliette ou Annie. Ce sont des femmes, des anonymes, qui ne sont pas là pour imposer leur histoire, mais qui sont actifs pour que la société change. Donc ça, c'est aussi une figure, un sens de lecture politique super intéressant pour revenir sur l'histoire qu'on a l'habitude de nous conter, quoi. Et pour casser un petit peu cette image fixée, institutionnalisée à un moment donné, d'idée du patrimoine. Il y a autre chose. Et c'est ce qui me tient à cœur, et c'est ce que je vais développer aussi avec vous aujourd'hui. Voilà un petit peu le cadre. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques dès maintenant? Sinon, on va commencer. Je vais commencer. Alors, chronologiquement, je vous ai dit qu'on était au début des années 2000. Dès le départ, c'est ce qui est intéressant. Il y a une autre figure très forte aussi dans le cinéma de Blandine Lenoir, c'est l'idée de cohésion. Blandine Lenoir n'aime plus qu'on parle de sororité depuis que c'est devenu une marque à vendre, mais il y a un espace effectivement de lien entre les personnes pour être créatif. Et demain, il y aura une rencontre entre Blandine Lenoir, sa chef déco, sa chef costumière, et Bertrand Belin, le compositeur de la plupart de presque tous les films de Blandine Lenoir. Et il se trouve que dès le film avec Marinette, dès ce premier court-métrage, il était là, Bertrand Belin, et d'ailleurs au festival de Clermont-Ferrand, il avait reçu le prix de la meilleure musique. Pour lui aussi, c'était le début aussi dans la musique, et il se trouve que Blandine Lenoir va s'associer avec beaucoup de personnes. On va retrouver des noms. Vous allez voir aussi, si vous avez déjà vu plusieurs films de Blandine Lenoir, devant la caméra, vous allez voir beaucoup de visages connus, avec différents rôles. Il y a toute une troupe, même si on n'est pas chez Robert Guédiguian avec la troupe qui revient systématiquement, il y a des rôles qui changent. C'est-à-dire que l'actrice la plus peut-être explicitement bien vue, ce serait Laure Calamy, qui est présente dans Zouzou. Dans le film Aurore, elle est présente, mais un personnage vraiment périphérique. Et on la retrouve dans Annie Colère. Il y a plein d'autres actrices comme ça. Si je parle de Florence Müller, on la retrouve pareil dans une séquence extraordinaire. On va le voir aussi dans un extrait dans Aurore, alors qu'elle a un rôle plus important dans Zouzou. Donc ça, c'est des liens aussi qui fait que les films puissent se faire, parce qu'il y a une sorte de famille, de cinéma, qui vont pouvoir faire des films aussi ensemble. Voilà pour le moment. Sans plus tarder, je vais commencer par un premier extrait. L'extrait numéro 1, c'est notre classification, on est chronologique. C'est le film Bonjour l'abbé, on passe au niveau de la durée, il y a une progression, on passe du court-métrage au moyen-métrage.
ce qui permettra au film d'être sélectionné Festival de Brive. Il y a une reconnaissance déjà des institutions, puisque le film sera nominé au César. Et j'ai choisi ce film-là avec une séquence bien particulière. C'est que ce film, il est adapté des textes, des correspondances entre des chrétiens, des catholiques de l'époque, à l'abbé Jean Violet, qui avait une revue qui permettait de parler d'énormément de sujets, notamment la sexualité. Et donc Blandine Lenoir, dans sa démarche, a collecté ces textes-là, elle les a fait jouer par différents acteurs, actrices. Et quand on voit tout le film, on voit justement toute la famille d'acteurs, d'actrices de Blandine Lenoir. On retrouve que ce soit masculin ou féminin. C'est-à-dire masculin, on retrouve Philippe Rebaud. Il y a Anaïs de Moustier qui était dans son film précédent, Ma culotte. On trouve cette famille-là. Et une actrice que vous allez découvrir là, et qui est sur quasiment, je pense que tous les films de Blandine Lenoir, il y a un attachement très fort, c'est Nanou Garcia. Donc je vous invite à découvrir cet extrait-là, Monsieur l'abbé avec Nanou Garcia. Monsieur l'abbé Violet, mère et grand-mère, permettez-moi de vous faire certaines objections. Cette question de procréation ayant empoisonné toute mon existence de femme et étant encore actuellement mon grand souci. On nous dit qu'il faut marier nos fils, les marier jeunes. Bien, très bien. Seulement quand vous les mariez à 23, c'est mon cas, pour éviter que ces enfants ne se conduisent mal ou ne s'exposent à perdre leur âme, faudra-t-il que chaque année, ils voient leur famille s'accroître d'un bébé, et ce pendant 20 ou 30 ans? Vous répondez à cela, ils n'ont qu'à observer la continence. Bien. Et puisque justement, ils se marient parce qu'ils ne savent pas rester tranquilles, leur tempérament est ainsi, que voulez-vous qu'ils fassent? Qu'ils aillent ailleurs? Leur faute serait-elle moins grave? Donnez-nous un moyen de tout concilier et de grâce, que Dieu n'en soit pas offensé. Combien et combien de familles profondément chrétiennes sont dans la désolation de ne savoir que faire et voient leurs femmes, leurs fils s'éloigner de Dieu à cause de cette question. Que pensez-vous des familles nombreuses, monsieur l'abbé? Quand on les regarde de loin, c'est merveilleux et digne de louange et d'intérêt. Mais vu de près, c'est profondément triste, dans quelque situation que l'on soit. Une exception pourrait être faite en faveur des grandes fortunes. Mais celle-ci ne risque rien. Elle ne se multiplie pas. Dans ce moyen-métrage, vous avez une succession comme ça de témoignages. Et ce qui est intéressant, là, il y a vraiment un parti pris très fort. Donc, c'est aussi au niveau de la mise en scène, vous voyez qu'il y a une succession, juste un montage de deux séquences avec un rapprochement du personnage. Le personnage est contraint par rapport à une table devant elle. On voit sa fonction, donc on peut imaginer qu'elle est couturière. Donc, il y a seulement le principe de la mise en scène pour une caméra qui sera fixe et vraiment concentré à l'essentiel. On comprend la personne, on est concentré sur sa parole. Et là où je veux en venir sur le côté aussi politique, l'histoire qu'on n'a pas entendue, ces personnes anonymes qui ont laissé trace dans l'histoire, mais il faut aller les chercher, ces textes-là, dans ce film, on y a accès. C'est en ce sens-là aussi que je propose la lecture aussi du cinéma de Blandine Lenoir comme une relecture, comme une réappropriation d'une histoire qui a été volée, qui a été confisquée, qui a été monopolisée à un moment donné par certains hommes. Cette information, c'est d'autant plus intéressant, on pourrait très bien faire un lien direct entre ce film-là et Annie Colère. Annie Colère, Blandine Lenoir, s'est inspirée d'une thèse qui a été faite sur le MLAC. Pareil, une histoire qui n'est pas dans les livres d'histoire, pour faire connaître concrètement, puisque les films sont médiatisés, sont rendus au public, ils vous rencontrent vous. Il y a une possibilité en permanence, à travers ces films-là, d'avoir accès à une histoire qu'on n'a pas connue, qu'on ne trouvera pas ailleurs. Parce qu'effectivement, qui lit les thèses? Donc, Blandine Lenoir, pour un concours de circonstances, elle s'est retrouvée avec cette thèse qu'elle a pu lire. Il y avait matière énormément d'histoire, et à partir de là, est né un film. Ce qui est intéressant, c'est vraiment cette démarche qui est proche d'un anthropologue, d'un historien, d'aller chercher les informations pour faire nourrir
pour nourrir vraiment une matière filmique, le cinéma. C'est en ce sens-là que le cinéma aussi fait histoire. Et c'est pas anodin, parce que je pense que c'est une nouvelle lecture quand on pense au pouvoir aussi cinématographique qu'ont les États-Unis. Quand on voit toute l'histoire aussi du cinéma américain, on se rend compte que la vision qu'ont les Américains et nous-mêmes à l'extérieur de l'histoire des Amériques, elle est liée aussi, elle est traversée à travers le cinéma. C'est-à-dire juste le principe du genre filmique qu'est le western. Le western, on peut voir ça effectivement comme un énorme propagande pour justifier la colonisation et les massacres et le génocide qui a eu lieu aux États-Unis. Donc le cinéma n'est pas anodin dans notre vision, notre perception de l'histoire. Et c'est en ce sens-là aussi que ce que fait Blandine Lenoir à travers son cinéma, c'est aussi une relecture, une nouvelle proposition. Donc ça, c'est un geste fort à cet endroit-là, qui est vraiment précis sur ce qui est transmis. Et vous pourrez parler aussi avec elle, ce qui est lu. Donc il y a un travail des acteurs, des actrices pour incarner cette parole, mais ce sont des textes qui sont sourcés, qui sont vrais. De la même manière que ce qui vous est montré dans Annie Colère, la méthode Karman, elle a expliqué, il y a un côté aussi pédagogique, il y a un côté effectivement livre d'histoire alternatif. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le cinéma de Blandine Lenoir et qu'on peut retrouver même à des endroits qui peuvent vous surprendre, qui s'y prêterait peut-être le moins, peut-être on en reparlera aussi après dans son dernier film Juliette au printemps. Je pense qu'en permanence, on peut retrouver effectivement cette envie de proposer un autre regard sur l'histoire. Et ce regard sur l'histoire n'est pas anodin, c'est parce qu'il y a une histoire qu'on impose aussi des règles. Et là, revenir là-dessus, quand on recherche un petit peu, là, je vous ai dit que les témoignages qui sont dans ce moyen-métrage, ce sont des témoignages qui datent de 1924 à 1943. On voit que celui-ci date de 1931. Ça nous rappelle que l'interdiction de l'avortement, toutes ces lois aussi répressives contre aussi la contraception, datent de la fin aussi en France de la Première Guerre, dans une logique de repousser la natalité, etc. On se retrouve dans ce contexte-là. Et donc, du coup, pareil, ce film-là nous invite à s'interroger qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là. Quel est le contexte qui fait qu'il y a des lois répressives, liberticides, où la moitié de la population, les femmes, sont mis de côté dans leur rôle dans la citoyenneté. C'est une lecture effectivement qui est possible grâce à ce cinéma. C'est quelque chose qu'on a tendance aussi à oublier et ça permet aussi de montrer que le cinéma, c'est aussi un espace aussi populaire pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Là, je parle par exemple, l'histoire de la place des femmes dans l'histoire en France, mais c'est aussi au niveau géopolitique, c'est aussi un regard aussi sur le monde entier. Donc le rôle du cinéma n'est pas anodin. C'est pour ça qu'en permanence, les regards qu'on a dessus, les critiques qu'on peut avoir sur les visions que tel film nous donne sur le monde, sur la place des gens, n'est jamais anodin. Donc c'est toujours très intéressant aussi de revenir dessus. Quels sont les clichés qui sont véhiculés là-dessus. Voilà pour ça, pour cette séquence. Ce que je tiens aussi à mettre en valeur à ce moment-là, avec ce moyen-métrage, qui va être encore très présent, qui va nourrir beaucoup le cinéma plus tard dans les longs métrages de Blandine Lenoir, c'est l'importance du dialogue. Elle accorde beaucoup de temps au dialogue, c'est des dialogues qui sont très 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 écrits, et c'est très intéressant, vous allez voir sur les films suivants, comment aussi chaque interprète va se réapproprier à travers son corps ses paroles. Ce n'est pas une parole qui est pesante, qui fait que le corps s'efface presque face au poids de la parole. Le corps est très présent. Et là, dans cette tradition-là, j'oserais dire qu'il y a une grande différence pour moi entre la parole chez Woody Allen ou voire même chez Eric Romer, où peut-être que les corps sont presque effacés. Là, il y a une incarnation des corps qui est très, très, très importante. Et quand on sait que les corps aussi, c'est une matière aussi politique, on va le voir dans le reste aussi d'autres extraits, dans la filmographie de Blandine Lenoir, le corps effectivement est politique, et sur la question effectivement de l'avortement notamment, de la sexualité, c'est pas non plus aussi anodin de représenter aussi les corps. Pour la petite histoire, donc, j'essaie aussi de comprendre ça. C'est encore une fois, c'est ma vision. Je me dis, ce film-là,
nominée au César, l'industrie se dit « Ah tiens, une réalisatrice qui est super intéressante ». Alors pour moi, c'est comme s'il y avait besoin qu'il y ait une sanctification, un espace. Si le César s'y intéresse, elle existe. Ça, encore une fois, vous pourrez en parler directement avec Blandine Lenoir. Mais j'ai l'impression qu'il y a un fonctionnement aussi au sein de l'industrie du cinéma. À partir du moment où il y a une reconnaissance de l'industrie, certains points clés, il y a des choses qui sont possibles. Et donc après va venir effectivement son premier film, Zouzou. Et Zouzou, on va commencer, vous allez le découvrir, j'ai tenu, vous allez voir, c'est une scène sans parole, mais pour moi qui dit beaucoup de choses. Et je vous invite à découvrir la première scène d'ouverture du film Zouzou. On est en 2014, donc déjà une décennie. Et là, je voulais commencer là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un moment sans parole. Et d'ailleurs, la complicité avec Bertrand Belin, le compositeur de ces musiques, est déjà très présente. Il y a une ouverture effectivement avec de la musique. Et d'ailleurs, c'est la musique qui va déjà donner une tonalité. Même pour les personnes qui n'ont pas vu le film, on sent déjà qu'il y a une possibilité effectivement d'humour. La comédie, elle émerge déjà à cet endroit-là. Et ce que je voulais montrer là-dessus, il y a beaucoup de choses qui est dit. Et là, je voulais revenir sur l'importance aussi politique du corps. Le premier corps qu'on voit, c'est une femme et c'est le corps de la mère. Et on va voir que la première image où Blandine Lenoir commence le cinéma est incarnée par une mère. Il se trouve que la mère, c'est la thématique qui va traverser aussi le cinéma de Blandine Lenoir, avec une interrogation à chaque fois. C'est pareil, c'est une piste de lecture. Si vous prenez chacun des films de Blandine Lenoir, vous pouvez toujours vous intéresser à qu'est-ce que ça signifie d'être mère. Et à chaque fois, vous aurez des interrogations différentes. Je crois, Juliette a été présentée hier soir ici? Non, pas encore. Ok. Alors, il y a une question, c'est pareil, ça peut être surprenant, le rôle de la mère. Et à un moment donné, une image clé, je ne veux pas trop vous dévoiler le film Juliette, mais je le cherchais, je me suis dit, comment le personnage principal, incarné par Isia Higelin, a un rapport avec la mère. Et là, il y a le secret qui est donné à un moment donné, où elle tient un bébé dans une discothèque. Et donc, on voit à un moment donné, effectivement, le rapport à la mère traverse les différents personnages du film. Si on revient effectivement au film Annie Colère, la question de l'avortement, c'est aussi le droit aussi de ne pas être mère. Donc la question de, c'est en ce sens-là aussi, être mère comme fonction, comme identité aussi sociale, n'est pas non plus anodine. D'ailleurs, l'une des rares fois où Blandine Lenoir se donne un rôle important en tant qu'actrice dans sa propre filmographie, c'est dans le court-métrage Rosa. Je dis que c'est un des rôles les plus importants, mais à chaque fois, effectivement, elle donne la parole aux autres actrices. Donc elle est le fil rouge. Elle joue un personnage qui est très proche de sa propre histoire, étant une jeune mère, et elle doit trouver quelqu'un qui garde ses enfants. Et elle voit toutes les problématiques, à quel point c'est difficile d'être mère, d'avoir une activité professionnelle dedans. Donc on voit la question de la mère traverse vraiment toute sa filmographie, que Blandine Lenoir utilise son propre corps dans ses propres films, ou non. Voilà, c'est en ce sens-là que, pour moi, il y a des questions qui sont profondes et elles sont annoncées dès le départ. Et le corps de la mère, on va voir que dans ce film-là, va questionner beaucoup. Cette mère qui va tomber amoureuse, qui a une autre histoire, qui affirme une sexualité implicitement, comme ce sera aussi questionné dans Aurore. Ça créera une problématique du côté des enfants qui n'ont pas envie de voir l'association mère
femme épanouie sexuellement. Et donc c'est toute cette ambiguïté-là qui est traversée effectivement dans ce rapport à la mer. Et ce que je vais montrer juste après aussi dans cet extrait, c'est que toutes les choses sont expliquées sans parole. Les paroles viendront après. Mais la première émergence, c'est les corps expriment beaucoup de choses. Et tous ces personnages aussi dans l'eau, c'est parce que la mer fait un petit écart qu'on voit toutes ces filles. Donc l'association est peut-être aussi facile de se dire, bon, la mer qui se dégage, il y a tous ces personnages-là, toutes ces filles qui seraient comme dans son liquide amniotique, là-dedans, qui vont sortir de l'eau et qui vont naître, et l'histoire va pouvoir commencer. Et l'histoire de notre vie, c'est ça aussi, c'est quitter les eaux de sa mère pour pouvoir découvrir la lumière du cinéma pour exister au monde. Donc ça, c'est pas anodin. Une autre chose aussi que j'aime bien, qui est pour moi très représentatif de l'envie aussi très démocratique du cinéma de Blandine Lenoir, c'est une envie aussi d'être chorale. Et pareil, une éthique très forte aussi pour moi dans Annie Colère, c'est que même si une héroïne donne son nom au film, c'est un prétexte pour rencontrer un groupe de personnes. Et là, vous voyez dans ce film, à ce moment-là, Laure Calamy n'était pas aussi connue qu'elle l'est maintenant. En revanche, elle est là parmi d'autres. Et dans le film, quand on va suivre les différents personnages, on va voir que c'est difficile de dire qu'il y a un personnage principal. Donc c'est en ce sens-là aussi qu'il y a un film choral. Et c'est aussi, pour moi, c'est un geste politique aussi très fort, c'est de dire qu'il n'y a pas un personnage qui va vous donner la vérité sur le monde. Et c'est très intéressant parce que même dans ce film, à un moment donné, il pourrait y avoir un personnage, un méchant, qui est joué par Olivier Rochot, qui joue le rôle de Jean-Claude dedans, qui est homophobe, hyper conservateur, qui a des idées sur tout, qui est l'amoureux de la mère. On se dit, bon, c'est le méchant, mais à un moment donné, son regard devient... On a de l'empathie pour lui. Et c'est là où aussi ce cinéma-là de Blandine Lenoir vient casser le côté manichéiste et avec cette confiance qu'il y a une parole, il faut écouter chaque personnage pour comprendre un ensemble très complexe de l'histoire. Même le personnage joué par Laure Calamy, qui est la plus ouverte, plus libérée au niveau de l'apprentissage de la sexualité, alors que ça pourrait poser beaucoup plus de problèmes chez ses deux sœurs, à certains moments, on voit qu'elle se trompe. Et donc, c'est encore une fois quelque chose qui est très important aussi dans cette philosophie, dans la vision de la société qu'on voit dans la filmographie de Blandine Lenoir, c'est le fait qu'il faut faire confiance à un groupe de personnes. Et pour moi, c'est encore très fort dans Annie Colère, c'est que les lois changent. C'est pas seulement parce qu'il y a des personnes au pouvoir individualisées, c'est parce qu'il y a un groupe de personnes qui sont ensemble, qui font avancer les choses. Vous allez voir aussi, dans l'extrait que je présenterai pour Annie Colère, le moment notamment d'un avortement avec la méthode Karman, c'est un moment qui est collectif. Et si ça peut bien se passer, c'est parce qu'il y a le collectif. Donc la notion de collectif, elle est très présente dans les histoires, mais aussi derrière la caméra. J'insiste là-dessus. Dans ce que je disais tout à l'heure, on retrouve beaucoup de collaborations. Bertrand Belin va vraiment accompagner toute la filmographie de Blandine Lenoir, mais aussi une monteuse. C'est pas anodin qu'une chef costumière et aussi une chef déco est là présent. Il y a des complicités qui se créent, qui fait que on peut continuer à travailler aussi ensemble. Je pense que c'est un climat très important, qui fait que d'ailleurs c'est Zouzou et Annie Colère qui sont produits par Nicolas Brévière, le même producteur, et Aurore et Juliette au printemps, c'est aussi une autre société de production. Donc il y a une continuité, et je pense que c'est un espace aussi qui est très important, qui fait que pour Blandine Lenoir, le cinéma peut se faire parce qu'il y a une écoute, une confiance des uns et des autres pour que ce type de cinéma puisse exister. Une autre chose que je vais ajouter aussi sur la proposition de ce film, j'en ai pas encore parlé, mais ça me tient aussi à cœur, c'est cette volonté aussi pour les longs métrages de sortir de la réalité parisienne. On est à Paris,
je suis venu jusqu'à vous, j'ai fait des kilomètres jusqu'à vous pour vous présenter ici, ce qu'on pourrait, pour vous présenter et communiquer avec vous autour du cinéma de Blandine Lenoir, ce qui fait que l'accès à la culture, il est souvent très associé à la capitale. Donc c'est ici. Sauf que Blandine Lenoir, pour comprendre la société, va la chercher ailleurs. Et tous les films, tous les longs métrages de Blandine Lenoir sont faits à l'extérieur. Que ce soit celui-ci, là on est en Charente, pour Zouzou. Ensuite, pour Aurore, on sera à La Rochelle. On va aller en Seine-et-Marne pour Annie Colère et ensuite dans l'Ain pour Juliette. Donc il y a aussi une réalité que m'expliquait Blandine Lenoir, c'est que pour représenter une classe sociale, cette classe sociale-là qui est souvent représentée dans ces films, c'est plus compliqué, ce sera une autre histoire représentée dans Paris. Par exemple, le mouvement MLAC dans Paris, on touchera une autre classe sociale plus aisée. Donc la volonté aussi dans ce cinéma, c'est de montrer un autre type d'histoire. Et encore une fois, pour moi, les histoires des personnes qui n'ont pas accès à la parole, qu'on ne met pas en valeur. Et c'est d'autant plus intéressant que à chaque fois, une autre géographie. Donc j'aurais pu aussi intituler cette séance « Les géographies aussi au féminin pluriel », parce qu'il y a d'autres voix qui sont mises en valeur. Je vais vous présenter un autre extrait. Je voulais vous montrer, donc, dans le cinéma de Blandine Lenoir, effectivement, il y a la réalité, mais il y a des moments aussi qui dépassent la réalité. On est dans l'onirisme. Donc je vous présente cette second extrait du même film Zouzou. J'aime bien aussi cette séquence-là parce qu'il y a aussi le concentré effectivement de l'humour propre au cinéma de Blandine Lenoir, c'est-à-dire qu'on aborde des sujets vraiment très forts, très éminemment politiques, et on peut aussi se permettre aussi d'utiliser l'humour. D'ailleurs, l'humour est la ressource aussi pour questionner le monde, quoi. Parce que si on est dans une autre dynamique, je pense qu'on pourrait être dans une autre dynamique dramatique à culpabiliser les personnes. Là, l'humour permet un petit décalage aussi, qui est très important, que j'associerais dans une tradition proche aussi de Billy Wilder. Billy Wilder a des textes qui sont très développés et qui vont aussi en permanence dans la logique aussi du cinéma très surveillé de l'industrie du cinéma, où les questions de genre, etc., ce n'était pas possible. Si on ne peut pas exprimer au premier plan, donc il faut utiliser l'humour pour pouvoir toucher les sujets de fond très profonds. Et là, je donne juste l'exemple de certains lame shows où on peut parler d'homosexualité cachée, parce que l'humour, c'est aussi une manière de dire mais c'est inoffensif. Alors que si le même sujet, on le traite à travers le drame, on est d'autant plus surveillé. Et je pense, c'est pareil, c'est mon hypothèse, que cette volonté d'affirmer aussi de l'humour a pu fermer aussi des cases dans une vision aussi française, encore une fois, c'est mon regard critique que je peux avoir sur le Festival de Cannes, où la place aussi du développement de l'humour, c'est pas si simple. Je vous mets au défi de trouver beaucoup de comédies dans les Palmes d'Or. Quand vous êtes réalisatrice, en plus vous faites des comédies, c'est encore plus, et en plus vous avez des sujets politiques qui ne font pas consensus, c'est compliqué d'entrer dans l'industrie du cinéma. Donc la comédie, c'est un gros enjeu encore une fois de ce côté-là aussi
politique. J'aime bien cette idée aussi que la comédie, c'est faire aussi respirer le corps. Quand vous-même, spectateur, spectatrice, vous êtes dans une salle, le moment où vous commencez à rire, c'est comme si le corps se réveillait. On se disait, ah, on est pris par des soubresauts, et c'est rappeler aussi qu'on a un corps. Et encore une fois, dans cette idée que le corps est éminemment politique. Ce que je vais montrer là-dedans aussi dans cette séquence, c'est que cette capacité dans un cinéma qui est éminemment riche de dialogues, extrêmement travaillé, il y a une possibilité aussi d'avoir des moments comme ça où juste les corps ont beaucoup de choses à dire. Et là, dans ce film, dans cette séquence aussi-là, j'aime beaucoup cette idée j'allais dire encore de sororité, de l'espace féminin qui est protégé, comment un homme arrive à cet endroit-là, de manière aussi burlesque à cet endroit-là. Parce que là, vous avez bien compris, le personnage qui arrive, c'est le malheureux amant de la mère qui arrive à cet endroit-là. Et d'ailleurs, cette séquence-là, onirique et tout, reviendra aussi dans le film Aurore, son film suivant. Et c'est intéressant de voir aussi, dans un cinéma qui est très travaillé par la réalité sociale, il y a des moments où on échappe à la réalité immédiate. L'onirisme aussi, c'est aussi important pour nourrir les différents personnages. Et pour moi, c'est un petit peu proche aussi, ça peut être proche aussi de l'idée aussi d'utopie. C'est-à-dire que les personnages de ces films ont besoin aussi d'avancer parce qu'ils sont habités par effectivement l'utopie. Là, on voit à cet endroit-là, c'est extrêmement clair. Si vous n'avez pas vu le film, on voit le conflit qu'il y a entre la mère, qui aimerait être autre chose qu'une mère, parce que ces filles qui arrivent, ils sont bien dans ce cocon, dans ce foyer, et en même temps, cette approche-là peut être aussi étouffante quand cette femme-là, cette mère, veut être autre chose qu'une mère pour ses enfants. Elle veut laisser de la place pour une autre vie, pour une autre sexualité avec cet homme. Donc je pense que cette séquence résume beaucoup de différents conflits qu'il y a dans l'histoire aussi de ce film. Plus notre référence aussi, pour cette séquence-là, Blandine Lenoir me parlait d'une référence à la peinture flamande aussi, ces mouvements-là, cette sacralité aussi. C'est là aussi intéressant dans ce cinéma, dans ces longs métrages, où il est question des choses très concrètes, très terrestres, très laïques. Il y a des références aussi, effectivement, qui sont sacrées. La mère, effectivement, elle devient une icône. Et c'est peut-être ça aussi la problématique qu'il y a dans un monde aussi patriarcal. Sanctifier des personnages, des femmes, pour leur enlever aussi un certain pouvoir. Donc c'est ce côté un petit peu aussi vicieux aussi, de sanctifier pour fixer le rôle d'un personnage, notamment des femmes. Donc là, tout est résumé aussi dans cette séquence. Je vais enchaîner aussi avec une autre séquence. Donc là, vous voyez, dans ce film-là, vous avez le personnage de droite, une des filles, qui était jouée par Florence Muller. Vous allez retrouver dans un autre contexte. Dans un autre contexte, le film Aurore. Le film Aurore, c'est intéressant aussi parce que c'est le film qui va avoir un énorme succès. Et pareil aussi, ça c'est un constat et c'est une discussion que j'ai eue aussi avec Blandine Lenoir, cette idée que quand elle me dit j'ai pu continuer à faire des films parce que j'ai eu la chance à un moment donné que mes films fonctionnent et aient du succès. Aurore aura beaucoup de succès, ça va lui permettre aussi de continuer. Alors que ces films, pour l'instant, ne sont pas encore validés par le label, notamment de Cannes et d'autres prix. Mais elle peut continuer effectivement à exister parce qu'il y a une rencontre avec le public. Petite parenthèse, quand le film sort en 2017, il rencontre un public. Il y a une récupération aussi à cet endroit-là. Cannes va implicitement reconnaître ce succès en offrant la place de jury à Agnès Jaoui dans son jury à cette époque-là, en 2017. Donc Cannes reconnaît qu'il y a des choses. Il sait que la société est en mouvement. Et en plus, il faut se rappeler qu'on est 2017, on est dans le début du mouvement MeToo, etc. Mais il y a toujours un petit peu de retard. Donc, en permanence, les réalisatrices et réalisateurs sont obligés d'aller un peu plus avant, comme la société vis-à-vis de nos législateurs, pour que les choses aussi changent. Donc, je vous invite à découvrir ce passage qui est éminemment politique, parce qu'il est question aussi du travail dans ce film Aurore. Bon,
Vous m'aviez dit que vous avez démissionné, c'est ça? Oui, mais en fait, c'est parce que mon ancien patron a pris sa retraite. Alors, le nouveau patron, il a gardé que les gens de la cuisine. Et, puis moi. Mais parce que je pense qu'il ne pouvait pas me virer, en fait. En tout cas, ça se passait pas bien, voilà. Enfin, il faut que je travaille. J'ai toujours travaillé. Ouais. Et avant, vous faisiez quoi? Et ben, je travaillais pour mon mari. Je faisais son secrétariat, enfin, les comptabilités. Il a une entreprise de rénovation. Et donc, voilà, je m'occupais des papiers, des factures, des... Eh ben, évidemment, mais pourquoi se gêner? Monsieur arrive les pieds sous la table, on se tape les factures, tout le travail, tout le sale boulot pour ce connard, hein, les enfants, le ménage, tout, et hop! Et puis après, à 50 ans, hop, on est jeté! Est-ce que vous avez des documents qui nous prouvent ça? Ben non, parce que je travaillais pour mon mari, quoi. Donc, au noir. Bon. Allez, on va faire un petit dossier. Vous allez rebondir, vous allez voir. On va pas se laisser abattre. Puis en plus, vous avez un super nom. Aurore Tabor. Eh, ça sonne bien, ça. Ah oui, oui, oui. Tabor, c'est le nom de mon mari. Je m'appelle Plou, en fait. Aurore Plou. P-L-O-U. Plou. Vous voyez comment on peut rire des choses et, encore une fois, dans une séquence, avoir énormément de choses du rapport au travail, de la société, et comment aussi, à un moment donné, et ça, je pense que c'est un héritage aussi du burlesque. Le burlesque, c'est dépasser le cadre institutionnel habituel. Le burlesque, c'est tout explose, tout va dans tous les sens. Et cette femme-là, effectivement, jouait, excusez-moi, j'ai confondu les deux extraits, c'est pas Florence Muller qui arrivera après, mais Laure Calamy. Laure Calamy, elle déborde le rôle qu'on lui a donné au sein de ce qu'on appelait à l'époque Pôle emploi, ou à l'NPE, je ne sais plus, c'était peut-être Pôle emploi à cette époque-là. Pôle emploi, elle déborde, elle est autre chose. Et c'est aussi intéressant parce qu'à cet endroit-là, on voit qu'il y a une possibilité d'avoir une solidarité entre femmes. On déborde l'institution, il y a peut-être quelque chose par rapport aux lois qui existe, qui fait que cette femme qui a travaillé pendant des années, elle n'est pas reconnue, elle n'aura pas droit au chômage, etc. Il y a une solidarité qui peut se mettre en place à cet endroit-là. Et là, effectivement, c'est fait à travers la comédie. Je trouve aussi très intéressant le jeu aussi de Laure Calamy. Vous voyez le texte, donc c'est un texte écrit, pensé par plusieurs personnes, plusieurs scénaristes. C'est pareil, c'est une autre chose que je n'ai pas dit aussi. La dynamique aussi collective est très présente dans le cinéma de Blandine Lenoir, parce que à chaque fois aussi, le scénario est pensé à plusieurs personnes. Il y a toujours un collectif. Il y a l'idée que l'histoire ne peut naître que dans un dialogue. De la même manière qu'on voit devant la caméra cette idée chorale que ce n'est pas un héros qui va déterminer tout, c'est plusieurs personnes. Même si le héros éponyme est ici Aurore, joué par Agnès Jaoui, le film est porté par ces différents personnages. Et là, c'est aussi un délice vraiment au niveau de ces différentes découvertes de personnages. On voit aussi le plaisir qu'elle a à faire jouer les différents acteurs et actrices, parce qu'à chaque fois qu'on les découvre, c'est vraiment savoureux, comme pour cet extrait. Et donc, ce qui est pensé au niveau du dialogue dans cette séquence, qui n'est pas forcément évidente aussi pour Laure Calamy, parce qu'elle est contrainte, il y a la moitié de son corps, là pour être expansive, etc., elle est contrainte. Et elle arrive à dépasser ça, à jouer avec très peu de choses. Elle a un bureau, elle peut taper dessus, mais elle a peu d'éléments aussi pour faire exister son personnage. D'ailleurs, on ne verra pas son personnage du haut en bas, on voit juste une partie. Et dans le reste de l'histoire, on ne la reverra pas. Donc tout se joue pour le personnage de Laure Calamy. Elle doit faire exister en à peine 1 minute 20 secondes dans le film. Donc c'est aussi une vraie performance, une vraie confiance entre la proposition d'écriture, le scénario qui est bien écrit et la réinterprétation. L'idée aussi d'une construction si collective, il ne s'agit pas de tout improviser, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a des textes, mais que les acteurs et actrices trouvent aussi la meilleure manière, à travers leur corps, à travers leurs propositions, parfois aussi avec du texte aussi qui vient d'eux et d'elles, quelque chose qui va faire que le personnage existe. Et là aussi, ce moment-là permet, c'est vraiment cette grande libération, et je voulais vous le montrer pour représenter ça aussi.
Je voulais aussi préciser une chose quand je parlais aussi de la géographie, c'est quelque chose, la géographie aussi des tournages. On a tendance aussi à oublier. Pareil aussi, pendant très longtemps, le cinéma français a été parisien, très centré sur Paris. Et quand on voit les premiers films de la Nouvelle Vague, à part Claude Chabrol, qui va tourner Le Beau Serge en extérieur. Et d'ailleurs, cette image va être associée comme le réalisateur régionaliste. Tous les films de la Nouvelle Vague vont être très parisiens. Après, ça se comprend parce que c'est aussi une réalité beaucoup plus pratique, parce que les techniciens, la plupart des gens du métier du cinéma se retrouvent sur place. Quand on décide, même à l'heure actuelle, d'aller tourner ailleurs, il y a aussi un enjeu qui est super intéressant, c'est que les personnes ne rentrent pas chez eux, auprès de leur famille, etc. Et donc, il y a une possibilité aussi d'être dans un espace d'échange, en mangeant au soir, même si le tournage est terminé, d'avoir un moment aussi détendu qui fait que les personnes entre elles peuvent se parler, peuvent faire des propositions de manière plus détendue, osant aussi remettre en cause certaines choses, puisque la hiérarchie du décideur, elle est un petit peu bouleversée. Et c'est en ce sens-là aussi que les tournages aussi à l'extérieur de Paris ont aussi leurs avantages. C'est quelque chose qu'on ne met pas forcément en évidence, mais cette stratégie qui peut être d'un ordre aussi économique. Sachez que tourner aussi à Paris peut aussi beaucoup augmenter les coûts, parce que s'il faut bloquer la circulation, etc., il faut demander des autorisations, etc. Il y a plus de liberté, par exemple, dans Zouzou, à filmer dans un même lieu, avec des personnes qui peuvent même vivre sur le lieu du tournage. Ça, c'est une dimension économique qui n'est pas non plus anodine pour pouvoir aussi filmer et choisir les lieux de tournage. Voilà. Ce que je vous dis là ne fonctionne pas tout le temps, effectivement, mais c'est des choses qu'on retrouve notamment dans le cinéma américain. Il y a eu une époque et des mouvements de personnes qui ont été tournées en dehors de la Californie, dans d'autres États, parce que ça leur permettait aussi effectivement plus de liberté que la surveillance au sein des studios. Donc cette dimension-là aussi, elle n'est pas non plus anodine, en dehors du fait que raconter d'autres histoires en dehors de Paris, en dehors du lieu du pouvoir, de tout ce qui se passe, c'est de montrer aussi d'autres réalités et d'autres aussi légitimités. Dans une société où on voit très peu les personnes, la classe ouvrière, les femmes, c'est aussi une autre représentation très diverse aussi de la société qui est importante aussi au cinéma. Et pour moi aussi, ça, c'est pas anodin. Et je pense aussi, même si Blandine Noir n'habite pas dans d'autres régions, ce déplacement-là est très important et pour moi participe à d'autres réalisateurs comme mon cinéaste là où je vis dans le Tarn, Alain Guiraudy. C'est quelqu'un qui va en permanence proposer d'autres récits parce qu'il s'intéresse à un endroit aussi qu'il connaît avec d'autres géographies, etc. Il va pouvoir exploiter ça. Et je vous propose aussi d'associer les lieux. Quand on choisit un lieu, c'est important aussi pour les lumières, pour la mise en scène. Et là, notamment, ce côté, pour Aurore, ce côté très solaire, associé même au nom d'Aurore, est possible parce qu'on se retrouve aussi à La Rochelle. Le même film à Paris, on aurait effectivement une autre histoire, rien que pour la colorimétrie. Et ça, c'est effectivement, c'est pas anodin. Est-ce que je vous perds pas? Alors, j'ai pas du tout de notion du temps, j'ai pas de montre. Tout va bien? Ok. On va continuer dans la chronologie. Il y a un autre moment, et là, pareil aussi, je voulais mettre en valeur une autre actrice, qui est Florence Müller, encore une fois, qu'on retrouve d'un film à un autre. Et vous allez voir que dans une hiérarchie, c'est pareil, je serais aussi très critique d'un certain cinéma français qui serait hyper hiérarchisé, c'est-à-dire à partir du moment où on engage un acteur, une actrice célèbre qui permet de débloquer des budgets, normalement, on est censé le voir tout le temps, en permanence, etc. Et ensuite, tous les autres personnages seraient secondaires. Et encore une fois, comme pour l'Archolami, ce moment aussi, cette proposition de Florence Müller pour interpréter ce personnage, elle a le même rôle effectivement que Laure Calamy, parce qu'elle interprète un agent de la NPE et était aussi très savoureux. Je vous laisse le découvrir. Ah oui, voilà. Ouais. Ouais. C'est... Ouais, vu que... Non, parce que je suis serveuse, moi, je suis pas femme de ménage, donc...
Vous avez vraiment rien dans la restauration? Ah oui, bah non. Enfin, si, mais non. Non. Et ça me... vraiment, hein, on essaye, et puis... Là, c'est... À moi, ça me... Je me rends compte, j'en ai gros sur parce que... Voilà, mais... Alors que, bien, bon, en plus, c'est pas... Du coup, bon, bah voilà, on y est. Et puis, vous voyez, moi, enfin, on est d'accord. Bon, dans tous les cas, avec... c'est ça qu'il faut se dire, hein. On reste... hein, voilà, comme on dit. Et puis... c'est... Vous voyez... j'ai chaud. Vous n'avez pas chaud? Bah, là, non. Je vais mettre ça. C'est pratique, ça? C'est super. Ça vient d'un coup. Hein. Oui, moi aussi. Pas là, non, mais souvent... Ça se voit pas, là. Ah non, non, bon, pas du tout. Enfin... Alors, le plus pénalisant, c'est tous ces moments... On est... Ah et puis, juste après... Mais ça fait du bien d'en parler. C'est vrai. Bon, alors, on revient quand même à ce qu'on se disait. Je vous laisse... Oui, non, mais d'accord. Voilà, et puis, bon... Voilà, il n'y a pas. C'est ça, il faut se dire ça. Pareil au niveau de la proposition aussi du jeu d'acteur proposé à Agnès Jaoui, qui est l'actrice, qui est le personnage éponyme. C'est aussi intéressant de mettre en valeur un personnage, de le faire exister en tant que récepteur. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit aussi, qu'on verra beaucoup dans Annie Colère. Ce personnage d'Agnès Jaoui, il peut être aussi votre propre réceptacle. On reçoit ce que nous donne Florence Muller. On est à la place d'Agnès Jaoui. Agnès Jaoui est la personne qui doit jouer la réception. Elle ne doit pas s'approprier la scène. Et c'est aussi intéressant d'avoir cette humilité, de faire exister son personnage juste dans la réception de ce que propose Florence Muller. À cet endroit-là, Florence a été aussi source de propositions à cet endroit-là, même si c'était écrit. Et c'est encore une fois aussi intéressant que la comédie soit au service du politique. Et là, on a un concentré pour moi aussi du film, parce que la question, c'est affronter un tabou. Ça peut être vraiment étonnant parce que ça ne devrait pas être un tabou. C'est la question de la ménopause. Quand on revoit la ménopause ou la question de représenter la ménopause ou même la place des personnages féminins qui ont plus de 50 ans dans l'histoire du cinéma, il y a aussi une réalité qu'on peut regarder, qu'on peut chiffrer, qui fait qu'à un moment donné, les femmes, les actrices disparaissent. On se demande qu'est-ce qui se passe. Elles n'ont plus autant d'opportunités, elles n'ont plus de possibilités d'exister à l'écran. Donc du coup, concentrer toute l'histoire là-dessus, sur la question du changement du corps, qui est un grand tabou, qui est très peu abordé dans le cinéma. Alors quand on sait que les femmes sont tous touchées à un moment donné de leur vie par la ménopause, on peut se dire mais c'est bizarre que la question soit très peu aussi, soit pas abordée dans le cinéma. Donc voilà, c'est aussi cette idée, encore une fois, le cinéma, les histoires sont là aussi pour proposer d'autres récits qui ne sont pas dits et qui permet aussi une solidarité. C'est le fait qu'on en parle dans un film qui va peut-être permettre de détabouiser les choses. Et dans cette séquence-là, on voit aussi que cette femme-là, qui a des bouffées de chaleur, etc., elle est en train d'inviter l'idée qu'il y a une complicité entre elles. Elle vit ça, et il y a une possibilité de lien entre elles, comme il peut y avoir un lien entre vous et le film, les personnages du film. Donc tout ça non plus, effectivement, n'est pas du tout anodin dans cette construction. Voilà. On est ensuite, il est déjà 7h30 et encore une fois, ce serait intéressant d'avoir vos échanges et surtout que vous ayez du temps pour voir le film de ce soir qui est à 21h, qui est justement Aurore. Vous allez voir, il y a d'autres séquences vraiment savoureuses. Je ne vous ai pas tout raconté, énormément de choses qui sont racontées. Je ne vais pas vous les dévoiler. Donc allez-y, le redécouvrir et peut-être avec un autre regard enrichi des autres films que vous avez pu voir de Blandine Lenoir. Là, on arrive sur un autre film qui est Annie Colère. Annie Colère, le seul film qui, à un moment donné, va être mis en valeur avec un festival. Ce n'est pas Cannes, c'est Locarno.
c'est pareil, une économie du cinéma. Sachez que c'est être reconnu par Cannes, ça facilite beaucoup la diffusion, le rapport avec la presse, etc. Donc Locarno l'a identifié. Et c'est aussi intéressant que ce film-là, Nicolas, arrive dans un contexte bien particulier. Même si la réalisatrice l'a beaucoup travaillé, ce sujet pendant des années, il se trouve que c'était le moment où la remise en cause de l'avortement commençait à arriver. Et donc il était d'autant plus important de revenir là-dessus. Les choses qu'on se dit qui sont acquis, la réalisatrice revenait dessus en rappelant que les choses ne sont conquises. Et c'est une longue lutte. Et c'est une longue lutte qui n'appartient pas à l'éclairage de nos politiques, législateurs, législatrices. Non, il y a une réalité de terrain qui est à mettre en valeur. Et c'est là où le film aussi rencontre aussi une époque. Et donc ce film-là, donc Annie Colère, qui tournait en cinéma, c'est aussi un gros enjeu aussi de montrer le personnage principal, Annie Colère, qui fait partie de la classe ouvrière, qui va développer une conscience politique progressive au fur et à mesure, parce qu'elle a été concernée à un moment donné sur la question de l'avortement. Ça, c'est une autre aussi réalité qui est intéressante, qui traverse aussi la cinématographie de Blandine Lenoir, c'est que le féminisme qui traverse le cinéma de Blandine Lenoir, il n'est pas du côté du militantisme, c'est avec des personnages qui se politisent par les situations. Et c'est un autre cas de figure, ça permet de montrer que l'accès aux situations, à la conscience aussi des choses peut se faire. C'est pas des super-héros qui ont des super-pouvoirs, qui ont un accès à la connaissance des choses. Ils le font au fur et à mesure parce qu'ils sont concernés. Le personnage d'Agnès Jahuy, elle découvre sa discrimination en tant que femme, qui a plus de 50 ans, et elle va découvrir qu'est-ce que c'est qu'à un moment donné d'être femme de plus de 50 ans sans travail. Et comment c'est compliqué. Et ça, elle ne va pas le découvrir en faisant partie d'un parti politique, elle va le découvrir de fait. Et je vais juste aussi ajouter que ce soit dans le film Aurore, Zouzou ou même dans Annie Colère, vous retrouverez aussi dans cette mise en valeur aussi de l'histoire féministe un hommage aussi à différentes figures. Dans Zouzou, vous aviez Christine Delphi, qui était citée par Laure Calamy, son personnage. Dans Aurore, vous aurez à la fois Thérèse Claire, avec l'idée des Baba Yaga, mais elle n'a pas fait que ça, et aussi le texte aussi de Françoise Héritier. Et donc c'est un sens-là aussi que je vois que ce cinéma-là, c'est un endroit aussi de transmission pour, encore une fois, transmettre une autre histoire, l'histoire des luttes des femmes, de ces intellectuels, et intellectuels qui ne sont pas forcément mis en valeur, dont on n'a pas forcément la trace. Il y a plusieurs moments, il y a toujours des petites notes de bas de page pour avoir accès aussi à cette pensée aussi de l'histoire des sociétés. Donc là, maintenant, on arrive avec Annie Colère. Il y a un moment aussi qui est très fort. Alors là, vous allez être face à un moment, pour moi, qui est très beau, qui est très fort politiquement, et qui est une scène d'accouchement, d'avortement sur la méthode Karman. Mais si je fais l'association entre les deux, vous allez voir que la manière d'entourer, etc., est proche aussi de l'accouchement. Donc n'ayez pas peur, c'est à un moment donné justement qui va revenir sur la manière dont on peut vivre un avortement. Donc et dans cette séquence-là, vous aurez aussi une chanteuse qui est Rosemary Stanley. Vous allez voir aussi son rôle aussi dans cette séquence. Donc découvrez c'est aussi cette séquence-là d'Annie Colère. Bonjour, moi c'est Claudine. Bonjour. Tu t'appelles comment? Chantal. D'accord, et bien c'est moi qui vais t'avorter, Chantal. D'accord. Ça va très bien se passer. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Il y a longtemps
longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. C'est presque fini. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Et voilà, c'est fini. Ça y est. T'as été super. Ah ouais, T'as été vraiment super. Vous voyez aussi pourquoi aussi j'ai fait la confusion entre l'accouchement et l'avortement, parce qu'il est aussi pensé comme ça, et ça devient aussi politique, c'est que on peut vivre aussi un avortement bien accompagné et que ce ne soit pas un drame. Alors c'est d'autant plus important que, ça je disais, c'est un texte Geneviève Cellier qui parlait de ça. À l'époque, quand le texte est passé pour légaliser l'avortement, il y a eu cette phrase en plus qui disait sachant que pour toutes les femmes, l'avortement est un drame. Et c'est une phrase qui a été reprise encore par notre actuel président. Et donc ça sous-entendait que les personnes qui ont vécu un bon avortement, qui l'ont bien vécu, elles pouvaient se sentir aussi coupables. Donc c'est aussi important aussi cette vision aussi de l'avortement qui pour moi pourrait être aussi unique. Bon, il y a eu d'autres films aussi à l'époque qui ont suivi aussi la méthode Karman, mais qui vient sur un autre regard sur cette idée de culpabiliser l'avortement dans une logique aussi judéo-chrétienne. C'était important aussi d'accompagner ça là-dedans. Et pour moi aussi il y a un lien aussi très fort. Je pense qu'il y a un lien de Blandine Lenoir avec aussi la musique, parce que bon, il y a la présence de Bertrand Belin dans tout son cinéma, mais en permanence il y a des chanteuses qui sont là, que ce soit dans son dernier film Isia Higelin, Rosemary Stanley qui est son premier rôle au cinéma. Et vous voyez que c'est la force aussi de la musique. On est dans le retour aussi du corps, c'est le corps qui va pouvoir accompagner. Parce que quand on chante, c'est le corps qui vibre, qui va approcher, qui va soutenir cette femme. Il y a une transition aussi très forte de la musique aussi dans le cinéma de Blandine Lenoir, sans parler aussi d'Anne Jahui, qui est aussi chanteuse. Donc c'est en ce sens-là aussi que la musique aussi devient politique, et montrer aussi cette séquence-là vient montrer aussi qu'il y a autre chose. Autant il est essentiel aussi que le film L'événement d'Audrey Diwan, qui parle de l'horreur de vivre dans la clandestinité, de risquer sa vie, etc. Il est important aussi d'avoir aussi cet autre regard aussi sur un avortement quand il est bien accompagné dans un cadre de bienveillance d'un groupe de personnes. Je tiens à saluer aussi dans ce moment-là plusieurs actrices vraiment pour moi extraordinaires, que ce soit India Air que vous voyez, Zita Enro. Il y a aussi une galerie d'une nouvelle génération d'actrices que la réalisatrice accompagne, dont certaines émergent à travers leur talent. On le voit pour Laure Calamy. Et c'est une nouvelle génération d'actrices qui permet aussi que la parole aussi des réalisatrices, ça devient aussi possible. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est dans cette séquence. On va terminer avec un dernier extrait. Donc j'ai pas fait la chronologie, j'ai pas été exhaustif sur tous les films, j'ai pas pu avoir de la place sur Juliette, mais le temps passe et c'est pareil, je ne suis pas exhaustif, il y a énormément de choses à dire sur d'autres actrices. Là je me suis peut-être enfermé sur des séquences en intérieur. Il se passe beaucoup de choses dans le cinéma de Blandine Lenoir, notamment à l'extérieur, avec des corps libérés. Vous voyez des décors nus qui ne sont pas classiques dans le film Juliette au printemps. Comment faire l'amour libre dehors dans une serre, c'est possible. Et ça, c'est aussi une autre réalité que je vous invite aussi à découvrir dans le film. Donc c'est juste pour vous dire ce que je vous ai montré, c'est juste une infime partie qui permet d'avoir quelques clés d'ouverture sur le film, sur la cinématographie de Blandine Lenoir, mais ce n'est pas tout. Je termine là-dessus, sur cette dernière séquence, on est encore sur Annie Colère avec le rôle titre.
Ça pourrait vous paraître surprenant, il n'y a pas une grande performance d'actrice, mais là aussi, je voulais aussi terminer sur quelque chose, une ouverture très forte. Et quand on voit le film, on voit d'autant plus l'importance de cette séquence. Cette séquence, elle est doublée par le fait qu'au début du film, je ne veux pas tout vous dire sur le film, vous en faites pas, elle fait ce même mouvement de trajet en vélo, ce personnage, Annie, en vélo, mais la nuit, traversée par une autre voiture, qui passe très violemment à côté d'elle, donc qui insiste sur la menace. Et c'est le moment où, en vélo, elle va de manière clandestine au rendez-vous où l'avortement sera possible. Et donc là, ce que vous venez de voir aussi, c'est une autre libération. Et je voulais aussi vous montrer à quel point le corps qui peut être aussi libre dans son expression, une actrice qui est capable aussi de traverser différentes émotions, et tout ça effectivement sans parole. Donc c'est juste pour vous montrer l'importance dans un cinéma où les dialogues sont très très importants chez Blandine Lenoir, l'expression du corps libéré, comme on le voyait dans cette première scène aussi de Zouzou, il est très important dans le cinéma de Blandine Lenoir. Et j'ajouterai une chose qui n'est pas non plus anodin, pour moi aussi le vélo, c'est d'ailleurs cette séquence qui a été choisie comme la photo d'image du film, c'est quand on pense aussi le rapport entre les femmes et le vélo, comment à un moment donné l'accès au vélo, au début à travers tout le 19e siècle, les femmes ne pouvaient pas avoir de vélo, elles étaient contraintes, on leur disait elles ne pouvaient pas faire du vélo parce qu'elles avaient des grandes robes, etc. Il y a eu tout un lien très, très étroit entre le vélo et la libération des femmes, le changement des robes, et une femme qui a inventé le boomer pour avoir des tenues beaucoup plus adaptées pour faire du vélo. Donc pour moi, le symbole aussi du vélo, il est aussi représentatif d'une histoire aussi des luttes, qui n'est pas anodine. Je fais une pause là, parce qu'il est 20h, on n'a pas eu beaucoup de temps pour échanger, mais n'hésitez pas. Et encore une fois, je vous dis, bon, il y a une personne qui est anonymement là, qui s'appelle Blandine Lenoir. Donc s'il y a des questions, des réponses, que ce soit avec moi et tout, n'hésitez pas.